Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la Maison Française et bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent qui nous rejoignent à distance sur Zoom. Je m'appelle Gilles Bousquet, je suis professeur dans le département de français et j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration de la Maison Française. Donc nous avons plaisir à vous accueillir ici sur ce joli endroit, en particulier aujourd'hui, au bord du lac Mendota, comme diraient nos amis français, un lieu d'exception. Et en partie, nous sommes heureux de vous accueillir parce que nous avons une conférence tout à fait originale de Jean-François Di Meglio, venu tout exprès de Paris. Il est aussi invité par l'école de droit et aussi par le programme d'études de l'Asie de l'Est, East Asian Studies, et parce que cette conférence s'inscrit pour nous dans le cadre du cycle Conférences de la Maison Française, qui sont réalisées grâce à une subvention du ministère des Affaires étrangères, du Consulat de France à Chicago, et qui est organisée par la Maison Française. Donc je tiens à remercier tout particulièrement Anne Théobald, directrice de la Maison Française, et son assistant Fabien Silès, doctorant à Madison et ancien d'Aix-Marseille Université, le consul de France Yannick Tagan, ainsi que le chef de chancellerie Nicolas Boltz, qui ont tous et toutes œuvré à la création de ces conférences. L'idée de ces conférences est assez simple. Dans une région étendue comme le Wisconsin, où la communauté française est dispersée, la pandémie a creusé le sentiment d'isolement de celles et ceux qui sont attachés à la France, et il nous semblait important de trouver des moyens nouveaux pour resserrer ou créer les relations dans la communauté française du Wisconsin, et en même temps permettre à tout le monde de rester informé et d'échanger sur les grandes questions contemporaines d'intérêt pour toutes et tous. Et nous avons donc voulu mettre des moyens, de nouveaux outils technologiques au service du renforcement de ces liens. Donc l'originalité de ce cycle de conférences, c'est son caractère hybride. Donc ici en présentiel et une partie du public sur Zoom, et aussi qu'elles seront archivées sur un canal YouTube dédié à ces conférences. Ces conférences donc couvriront un large ensemble de sujets. Nous n'avons pas voulu faire des conférences proprement académiques parce que ce sont des sujets qui sont déjà traités par l'université. Nous recevons ici à la Maison Française régulièrement des universitaires. Nous avons voulu élargir un peu les sujets et couvrir aussi bien des sujets d'économie, des sujets de l'histoire de l'art, les rapports franco-américains, les aspects scientifiques et d'une manière générale des questions auxquelles tout le monde s'intéresse dans la communauté. Donc, sans plus attendre, permettez-moi donc de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Jean-François Di Meglio est président d'Asia Centre à Paris, qu'il a contribué à créer il y a maintenant, je crois, 18 ans. 18 ans. Asia Centre est, comme disent les Français, un think tank, qui rassemble un réseau de chercheurs, diplomates, hommes et femmes des milieux économiques et scientifiques, journalistes, et qui publie régulièrement rapports, articles dans différents endroits, y compris sur leur site. Le programme est maintenant lauréat, le think tank est lauréat du programme Horizon de l'Union européenne. Jean-François est agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'école normale supérieure de la Réunion. Il est un spécialiste de la Chine et de l'Asie en général. Il est diplômé également de la prestigieuse université de Pékin. Il a également exercé des responsabilités importantes au sein de la Banque française internationale Paribas, au Canada, à Taïwan et en Chine. Il était notamment responsable de la stratégie Asie, responsable également de l'énergie et des matières premières. Il a récemment co-dirigé 2 livres sur la Chine, China and the Global Financial Crisis et récemment China's Energy Security. Il écrit et publie dans plusieurs journaux et revues, dont Le Monde, qui a fait paraître un de ses éditoriaux cet été. Il est souvent sur le plateau des médias, comme BFM, LCI, donc je veux le suivre, je me connecte sur ces plateaux-là, et je le vois régulièrement. Il est professeur à Sciences Po Paris, à Paris Dauphine, et aussi à l'université de Shaanxi de Taïwan, où il vient de passer un semestre. Pour sortir un peu du CV, ce qui me paraît particulièrement intéressant dans ce que nous apporte Jean-François, c'est une réflexion qui s'appuie, je dirais, sur 4 piliers
principaux. D'abord, il est un fin observateur et acteur de l'état des affaires en France et en Europe. Ensuite, il porte une attention continue et particulière à l'évolution du rapport de l'Europe, de la France avec l'Amérique du Nord, pas simplement les États-Unis, mais l'Amérique du Nord. Ensuite, bien sûr, il a une connaissance profonde de l'Asie, et sans oublier un regard sur l'Afrique du Nord. Donc, je veux lui souhaiter donc la bienvenue. Je dirais également que ses réflexions sont particulières parce qu'il est à la fois un universitaire, enseignant, chercheur, mais quelqu'un qui connaît bien les milieux d'affaires internationaux et aussi quelqu'un qui vit et connaît les relations internationales et les facettes des jeux diplomatiques. Donc nous sommes contents de l'accueillir à la Maison Française, nous nous réjouissons de l'écouter. Cher monsieur. Merci beaucoup, merci Gilles. Cet accueil est extrêmement sympathique et cette invitation me fait très très plaisir. Et donc je suis ravi d'être en face de vous, y compris par vidéo. Je salue aussi les personnes qui nous rejoignent en Zoom. On n'est pas très nombreux. Naturellement, j'ai prévu un certain nombre de choses que je vais vous dire. On peut se permettre d'être extrêmement interactif. Moi, je vous encourage vraiment à être le plus interactif possible. On est en français. Je pense que ça n'est pas forcément la langue maternelle de tout le monde. J'espère être clair, mais il est très possible aussi que l'expression à un moment ou à un autre fasse problème, ou que des allusions ne soient pas suffisamment claires. Donc, plus ce sera interactif, informel et ouvert, et mieux tout le monde se portera. Alors, on a réfléchi avec Gilles Bousquet à l'angle qu'on pourrait prendre pour vous parler aujourd'hui. L'idée, c'est effectivement, puisqu'on est à la Maison Française, de dire d'une certaine façon que même sur des terrains très lointains comme celui de l'Asie et quand on vient de France, celui-ci aux États-Unis, et même à un niveau très modeste, celui que je représente, mais la France est présente. Et donc, on a une voix. On n'a pas une voix unique. Moi, je ne représente absolument pas la voix de la France et je ne suis pas autorisé à la porter, mais c'est un regard français que je vous apporte sur des questions qui, j'espère, à la fois vous intéressent, mais qui peut-être aussi vous préoccupe, parce que ce pays qu'on appelle la France n'est pas toujours très lisible. On pense être très connu, on pense être le centre d'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas, même si vous êtes ici à la Maison Française et que vous avez un intérêt pour la langue, peut-être pour la civilisation et la culture française. Il est peut-être inférieur à ce que les Français s'imaginent que le regard des étrangers est sur eux. On a certainement beaucoup d'explications à apporter, mais comme moi je le ressens en venant ici, je passe une petite semaine à Madison, on a extrêmement de choses à recevoir du regard de nos interlocuteurs américains. Moi, je passe des moments passionnants dans les différents échanges qui ont été organisés pour moi ici, que ce soit avec des universitaires, que ce soit aussi avec des étudiants qui, eux, ne parlent pas français, mais qui s'intéressent spécifiquement aux questions asiatiques. Donc, voilà une occasion de plus, ici, pour enrichir, je dirais, les expériences mutuelles, et puis pour faire un peu de français à tout le monde. Donc, c'est très simple ce que j'ai préparé pour vous. Hein. L'idée, c'est de présenter la relation que cette Europe dans laquelle la France se situe peut avoir avec deux bouts de la planète qui sont chacun de leur côté, l'Asie qui est mon terrain de jeu habituel, et puis l'Amérique qui, en fait, est en réalité le partenaire principal, faut pas se cacher, des pays asiatiques. Pour les pays asiatiques, moi je vais beaucoup en Asie, pour la Chine, pour les pays asiatiques, vers quel pays on regarde? Quand on ne regarde pas l'Asie, c'est l'Amérique. Il faut se rendre compte que
la référence, le standard, y compris quand vous allez en Chine. Le rêve américain, pour les Chinois, est très fort. Quand on habite à Shanghai, on commence à gagner un peu d'argent, le rêve qu'on a, c'est de vivre comme un Américain, ou en tout cas comme on imagine qu'un Américain vit. Avoir de belles voitures, une belle maison et un confort de vie. Donc la référence pour l'Asie, et pour la Chine en particulier, c'est l'Amérique. Et donc pour nous, Européens qui, comme je l'ai dit au début, avons l'impression parfois qu'on est le centre du monde, ça nous pose problème. Où est-ce qu'on se situe et comment est-ce que on peut interagir avec ces deux mondes. Donc je vais essayer un peu de vous expliquer déjà comment nous, Européens, on se situe, on se positionne et comment est-ce qu'on essaie de résoudre les questions qui se posent à nous quand on est en face de l'Asie. Moi, donc, mon expérience asiatique à 40 ans d'âge, l'Asie a énormément changé. Quand je suis allé en Asie il y a 40 ans, on parlait, vous savez, à l'époque des pays émergents, des pays, on disait plus sous-développés, mais enfin, on regardait les pays asiatiques comme des gens qui étaient en retard sur nous. Et puis j'ai vu ces pays se développer plus que nous. Et maintenant, quand on va en Asie, effectivement, c'est un défi pour nous. C'est-à-dire qu'un interlocuteur asiatique n'est plus quelqu'un qui apprend des choses de nous, mais c'est quelqu'un dont nous avons à apprendre beaucoup de choses, et puis c'est quelqu'un qui a une identité forte, et on a vu justement dans les dernières années que traiter avec cette identité forte, qui est affirmée maintenant, on parle en anglais de assertiveness, des pays asiatiques, c'était pas évident pour des pays comme la France, qui elle, justement, a cette identité très forte et cette prétention à jouer un rôle dans le monde. Donc c'est un peu ça le problème. On a notre histoire, on est très fiers de ce qu'on est, et puis on rencontre un monde en évolution. Peut-être qu'on n'évolue pas à la même vitesse, mais il faut qu'on se mette à la vitesse d'évolution. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident. Et c'est un peu pour ça que j'ai intitulé l'évolution des relations franco-chinoises, pour commencer, de la cohérence ou de l'incohérence. Il y a peut-être de la cohérence dans l'incohérence. Alors je ne sais pas si toutes les références historiques récentes que je vais utiliser vous parlent. Donc, le premier point, je vais revenir rapidement aux différents points que je couvre aujourd'hui pour vous. Donc, mon premier point, c'est de remettre un peu en perspective la politique asiatique de la France, ce que j'appelle de la cohérence dans l'incohérence. Ensuite, il y a cette grande question qui est très à la mode de nos jours, y compris aux États-Unis, qui est ce terme d'Indo-Pacifique. Donc, comment est-ce que la France voit l'Indo-Pacifique? Et vous voyez que quand j'utilise un mot comme Indo-Pacifique, j'utilise un vocabulaire qui est un peu et en grande partie américain, et donc ça va me poser la question aussi de savoir comment cette vision française ou européenne de l'Asie interagit, s'inscrit, ou au contraire est en collision avec la vision américaine, même si c'est le même terme. Parfois on utilise les mêmes mots, mais parfois en utilisant les mêmes mots on ne se comprend pas. Ça peut arriver. Et c'est peut-être aussi ce qui nous arrive, et c'est peut-être un des sujets qu'il faut qu'on résolve. Donc voilà un peu les trois points que je vais couvrir. À ce stade-là, il faut que je vous demande quand même si c'est clair pour vous, si la façon dont je m'exprime, oui, ça va, merci, très bien. Voilà, donc je parle de où est la cohérence, où est l'incohérence. On parle de la France, on parle principalement de la Chine, on ne parle pas de l'Asie au sens large, on en parlera un petit peu pour élargir. Je pourrais vous poser la question directement, si je vous dis la relation de la France à l'Asie, en général, la relation de la France à la Chine, qu'est-ce que ça évoque pour vous comme premières images, comme premier mot, parce que ça compte aussi quand on se pose cette question-là, qu'est-ce qui vient en premier Oui. Et les colonies avec le Vietnam, le Laos, l'Indochine. Ben voilà, c'est effectivement
vous voyez que j'ai beaucoup prononcé le mot Chine et vous attaquez par un autre bout qui est extrêmement important. C'est que la France, quand on parle de l'Asie, c'est pas forcément un pays comme les autres, et même, on pourrait dire ça, de très peu de pays en Europe, c'est qu'on a une histoire coloniale en Asie. Et donc, quand on va en Asie en tant que Français, il faut aussi qu'on pense à ça. Et que on a une connaissance à travers cette relation coloniale, mais on a aussi un complexe colonial. Et donc, c'est pas évident. Donc, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a pas mal de pays asiatiques, contrairement à ce qu'on dit traditionnellement entre la France et les États-Unis, avec lesquels on a été en guerre. Vous savez, souvent quand les présidents français viennent aux États-Unis, leur première phrase c'est de dire « Vous êtes un pays avec lequel nous n'avons jamais été en guerre », ce qui est vrai. Il n'y a pas beaucoup de pays dont la France peut dire la même chose. Quand on va en Asie, on a été en guerre avec la Corée. Ça vous parle ou pas? La France a fait partie du corps expéditionnaire de l'ONU pour se battre contre la Corée du Nord. Donc on ne s'est pas battu contre la Corée du Sud, on s'est battu contre la Corée du Nord. On s'est battu contre le Japon. Ça vous parle pas? Parce que dans la guerre du Pacifique, les Japonais sont descendus jusque dans les possessions françaises en Indochine. On s'est battu très fortement et très longtemps contre la Chine, parce qu'on a fait partie des expéditions européennes en Chine au XIXe siècle, on a eu des concessions, et donc les Chinois nous considèrent aussi comme des gens qui ont attaqué leur pays. Et donc on pourrait énumérer d'autres pays aussi avec lesquels on a été en guerre. Donc la France arrive avec un passé, effectivement, ou un passif, et donc c'est pas gratuit. Et au XXe siècle, il y a un personnage qui effectivement veut couper avec tout ce passé, mais ça va expliquer en particulier la réponse et la position française vis-à-vis de la Chine. Et donc je pars de ce moment important pour parler des ambiguïtés, de la cohérence et de l'incohérence de la politique française vis-à-vis de la Chine, et après on peut aussi extrapoler vis-à-vis d'un certain nombre de pays asiatiques. Souvent, vous allez entendre des Français, si le sujet vous intéresse du moins, qui vont vous dire la France est le premier pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine. Donc c'est de ça dont on parle en premier, c'est 1964. On est aux États-Unis. Est-ce que vous savez à quel moment les États-Unis établissent des relations politiques, des relations diplomatiques, et je dis avec la Chine? J'en dis pas plus. Il y a toutes sortes de réponses en réalité à ma question. Qu'est-ce que c'est que la Chine? En fait, les États-Unis ont des relations diplomatiques avec la République de Chine qui est établie le 1er janvier 1912 à Pékin depuis 1912. Mais cette République de Chine, elle ne reste pas toujours en Chine. Aujourd'hui, elle existe toujours, elle existe à Taïwan. Et les États-Unis cessent d'avoir des relations diplomatiques avec la République de Chine pour établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine en 1978. Le premier ambassadeur arrive en 1979 à la suite du premier voyage historique d'un secrétaire d'État américain, Henry Kissinger, en 1971, alors que les États-Unis sont en guerre contre le Vietnam et à travers le Vietnam avec la Chine parce qu'ils ont des Chinois en face d'eux qui sont déguisés en Vietnamiens. Donc 1971-1979. Et en réalité, la France, qui dit être le premier pays occidental à avoir rétabli des relations diplomatiques avec la Chine populaire, c'est 1964. Alors, je vous ai dit, on prétend être les premiers. Les pays scandinaves, très tôt, et la Suisse très tôt, ont reconnu la Chine populaire, dans les années 60. Mais bon, très souvent, les Français oublient qu'il y a des grands pays en Scandinavie qui ont une politique diplomatique aussi. Bon. En tout cas, la France établit des relations diplomatiques avec la Chine beaucoup plus tôt que les États-Unis.
Et quand je vous ai raconté cette histoire coloniale, et vous avez bien fait d'y faire allusion, c'est aussi pour montrer à quel point, la France est indépendante des États-Unis. Le général de Gaulle, je n'ai pas amené la vidéo, mais on la mettra sur le transcript de la conférence. Il fait une conférence de presse le 31 janvier 1964, où il annonce, dans des termes extrêmement intéressants, que la France établit des relations diplomatiques avec la Chine. Et donc c'est important à deux titres. C'est important parce que c'est une façon de se démarquer des États-Unis, donc de marquer l'indépendance de la politique française. Ça va traverser toutes les politiques étrangères de la France. Et puis c'est important parce que ça solde d'une certaine façon ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette position un peu colonialiste de la France, qui était dans une tradition où l'Asie était plutôt un interlocuteur ex-colonisé avec lequel on avait un petit peu de mal à traiter. Et donc là, on s'affirme comme un partenaire à parts égales avec un pays qui autrefois subissait d'une certaine façon la pression coloniale, puisqu'on avait des concessions en Chine, ce qui était une approche coloniale du pays. Et donc en 1964, cette conférence de presse. Mais cette conférence de presse, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est pour la suite des événements, et parce qu'on est en 2023 et qu'on a un président de la République qui est allé en Chine en avril 2023, et ça a fait beaucoup parler. Cette visite du président Macron, parce que je pense que vous lisez des journaux, vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le monde, et vous voyez ce qui s'est passé entre 2019 et 2023 en Chine. Le pays s'est complètement fermé, il y a eu très peu de visites de dirigeants occidentaux, et c'était très marquant d'avoir des visites de dirigeants occidentaux en Chine, et donc le président Macron a voulu marquer le coup, et ses interlocuteurs chinois aussi ont voulu marquer le coup de façon très très visible, en faisant une visite officielle qui avait beaucoup d'éclat. Et donc en revenant de cette visite, le président Macron dit beaucoup de choses très positives sur son voyage, et il veut se placer dans la tradition du général de Gaulle, donc de cette France qui est cohérente de 1964 à 2023. En revanche, quand on est un peu critique, quand on n'est pas forcément très bien informé, on se dit mais est-ce que la France est si cohérente que ça dans sa politique asiatique et en particulier dans sa politique chinoise? Et en fait, il y a eu plusieurs chaos, plusieurs difficultés dans la relation. Bien sûr, il y a ce moment qui est assez douloureux, qui est 1989. 1989, c'est le moment où les étudiants chinois se révoltent contre un certain nombre de contraintes qu'ils ont, et donc c'est l'occupation de la place Tiananmen qui est réprimée très férocement, pendant laquelle l'armée chinoise tire sur les étudiants, ce qui déclenche une décision toujours appliquée dans le cas où une armée officielle tire sur sa propre population. Les pays occidentaux déclarent un embargo sur la vente d'armes à ce pays. C'est-à-dire qu'au motif que vous tirez sur votre propre population, on vous interdit le droit d'acheter des armes aux autres pays qui pourraient vous en vendre. Et donc c'est ce qu'on appelle un embargo, et cet embargo est toujours en place. La France, en 1989, a puni la Chine, et cette punition n'est toujours pas levée. Donc vous voyez, quand on dit on a une super relation et on est reçu comme des princes, ça recouvre aussi un certain nombre de sujets quand même assez complexes. Entre-temps, je vous passe des épisodes encore plus tordus, si j'ose dire, qui est qu'entre 89 et 93, on a vendu des armes à l'autre Chine. On a vendu des armes à Taïwan, on a vendu des avions, des chasseurs Mirage, et on a vendu des frégates, donc des navires de guerre. Et donc en 94, on renoue avec cette tradition gaulliste, et on a un grand communiqué en janvier 94 qui redit à quel point la relation avec la Chine est une relation qui se place dans la continuité. Le propos que je développe ici, c'est que effectivement, il y a une cohérence, on peut retrouver le fil directeur, mais que ce fil directeur cache des variations, et que c'est peut-être à travers ces variations, à travers cette granularité, ces petits détails, qu'on peut comprendre pourquoi c'est difficile, mais pourquoi aussi il y a des chemins
que l'on peut trouver pour résoudre parfois les difficultés qu'on a entre deux pays. Alors, je ne vous ai pas donné la vidéo du général de Gaulle qui reconnaît la République populaire de Chine, mais en fait son propos, c'est de dire pourquoi est-ce que je reconnais la République populaire de la Chine, et il parle du poids de l'histoire et des faits. C'est-à-dire que c'est objectif. Représentez-vous qu'en 1964, le siège d'un pays au Conseil de sécurité, le siège permanent d'un pays au Conseil de sécurité, c'est quelque chose de très important, et le siège de la Chine est occupé par Taïwan, la République de Chine à Taïwan, c'est-à-dire 20 millions d'habitants. Et à l'époque, peut-être même pas. Donc, les faits pour le général de Gaulle, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer que ces 20 millions d'habitants représentent l'ensemble de la population chinoise qui est à l'époque de 500 millions d'habitants. Donc pour lui, c'est un chiffre, c'est simplement arithmétique. Il dit, je ne peux pas comprendre que le siège permanent au Conseil de sécurité de la Chine soit occupé par le représentant d'un endroit où il y a 20 millions d'habitants, alors que de l'autre côté, il y a 500 millions. C'est ça. Et il le dit dans la même conférence de presse, en évoquant la personnalité de celui qui dirige Taïwan à l'époque. Celui qui dirige Taïwan à l'époque, c'est quelqu'un qui a le même âge que lui, le général. Il est né en 1890, et il salue la personnalité de Chiang Kai-shek, qui est parti à Taïwan après avoir abandonné la Chine, et il dit, dont on reconnaîtra un jour la responsabilité dans l'évolution positive de la Chine. Donc il envoie ses respects à son vieux camarade, Chiang Kai-shek, qu'il salue en même temps qu'il l'abandonne. Donc, cette déclaration de 1964, elle est elle-même extrêmement ambiguë. Et c'est pour ça que je vous ai cité la déclaration du président Macron. Parce que la déclaration du président Macron, à beaucoup d'égards, elle se place dans cette tradition gaulliste qui va planter le décor un peu de notre relation compliquée avec l'Asie, parce qu'elle se démarque de la position américaine. Mais de notre côté, elle omet un certain nombre de choses. Et quand on s'est intéressé à ce qui s'était passé après le voyage du président Macron, effectivement, on a pu voir qu'il avait mis entre parenthèses un certain nombre de choses. Ce qu'il dit, c'est la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes, c'est-à-dire suivre les Américains et nous adapter au rythme américain. Il y a une surréaction chinoise. Surréaction chinoise, ce serait bien sûr si la Chine attaquait Taïwan. Donc, en fait, le président Macron fait comme si la question taïwanaise était une question totalement secondaire pour la France, alors qu'elle est primordiale pour les États-Unis, et que, de ce point de vue, en se démarquant de la politique des États-Unis, on se replace dans la politique gaulliste. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je parle de cohérence dans l'incohérence. Il est cohérent, il est tout à fait dans la ligne gaulliste, mais il omet un certain nombre d'éléments. Et c'est cette incohérence dans la cohérence, cette cohérence dans l'incohérence qui rend parfois difficile à lire la position française vis-à-vis de l'Asie et vis-à-vis de la Chine en particulier. Est-ce que, jusque-là, vous me suivez? Est-ce que ces rappels historiques vous paraissent cohérents? Est-ce que vous avez besoin éventuellement d'élaborer ou de poser des questions là-dessus? Tout va bien? Oui. Merci. Et donc, aujourd'hui, dans notre relation avec cette région du monde, bien sûr, comme pour les États-Unis, notre grande question, on va aller très très vite, hein, est-ce que la région asiatique est une source potentielle de conflit? Est-ce que ce conflit peut entraîner la France et l'Europe? Est-ce qu'on a quelque chose à dire, soit pour éviter que ce conflit arrive, ou est-ce qu'on a quelque chose à faire si ce conflit arrive, et est-ce qu'on a des choix à faire? Et donc ça, la grande question, c'est bien sûr, d'une part, le positionnement d'alliance des Européens et la dépendance économique de l'Europe. On est au milieu des deux. Le problème de l'Europe, c'est effectivement que, en termes de population, bien sûr, on est bien moins nombreux que les pays asiatiques, mais on fait à peu près jeu égal
avec tous les pays européens, avec les États-Unis, et en termes d'économie, eh bien, naturellement, l'Europe, à elle toute seule, pèse un poids comparable ou semblable à la fois à celui des États-Unis et à celui de la Chine, on va dire, ou d'un groupe de pays asiatiques qu'on pourrait appeler les grands pays asiatiques. Mais on est au milieu et on n'a pas forcément les moyens que nous donne notre population, que nous donne notre richesse et que nous donne notre commerce avec tous ces pays. Vous voyez bien que dans les discussions sur le commerce international, les grands interlocuteurs, c'est d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis. On l'a beaucoup vu pendant l'époque Trump, bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup entendu parler de l'Europe? Pas trop. Et donc tout le travail des Européens, ça va être justement de faire émerger une parole européenne, un propos européen, une pensée européenne là-dessus. Alors où est-ce qu'on l'entend, cette pensée européenne? Sur la question de la guerre, sur la question des alliances, sur la question des questions stratégiques, il y a un événement qui a lieu tous les ans à Singapour qui s'appelle le Shangri-La Dialogue. C'est Shangri-La tout simplement parce que ça se situe à l'hôtel Shangri-La de Singapour et c'est la réunion de tous les ministres de la Défense qui sont intéressés à la région. Et donc ils ont des choses à dire sur les problèmes de sécurité de la région. Et en général, le ministre de la Défense français est là. Et effectivement, ce qu'il dit en général, c'est quelque chose qui est conforme à la parole occidentale, conforme à la parole américaine, mais qui se démarque toujours un petit peu. Et outre ce démarquage, on a aussi une action dans la région parce que on a un rôle, une présence. En fait, la France a l'un des plus grands territoires maritimes du monde, le deuxième territoire maritime, 2 millions de kilomètres carrés, en particulier parce qu'on est très présent dans le Pacifique Sud. Et donc, ce que dit la France quand elle va au dialogue Shangri-La, c'est « ne nous oubliez pas, nous sommes une puissance asiatique, donc nous existons ». Et en particulier du fait de notre présence historique et coloniale dans cette région. Mais on n'est pas comme les Américains, c'est-à-dire que quand on vient dans cette région, on ne vient pas en conquérant, c'est ce que les Français disent, hein, en tout cas les Américains bien sûr ne se présentent pas comme conquérants, mais sur des sujets très très précis, la parole française c'est « nous défendons la liberté d'action de tous ceux qui ont des droits dans la région. Nous avons des droits. Notre droit, c'est bien sûr de défendre nos territoires du Pacifique Sud, Tahiti, nos différents archipels. Et notre autre droit, c'est de circuler librement dans les mers de cette région parce que nous avons une marine. Et donc lorsque le ministre français va au Shangri-La Dialogue, il dit « nous défendons la liberté de navigation et nous défendons notre droit à défendre nos territoires ». Les Américains, eux, vont dire un truc différent. Les Américains, quand ils se baladent dans cette région, ils vont montrer que non seulement ils veulent traverser le détroit de Taïwan en particulier, mais ils font des manœuvres. C'est-à-dire que c'est très technique, mais là où le Français va suivre un cap et traverser simplement le détroit, le bateau américain va montrer qu'il est libre de son choix et il va donner des petits coups de barre ici et là. Donc encore une fois, une politique française qui est dans la ligne de ce qui se passe aux États-Unis, mais qui se démarque un petit peu parce que on prétend avoir effectivement un rôle. Mais on est les seuls en Europe à être dans cette situation-là. Quand on pose la question de ce que c'est que cette région Indo-Pacifique, qui est un terme qui est né aux États-Unis mais que les Européens s'approprient, en fait on a tous des intérêts un petit peu différents. D'abord parce que nous, on a cette capacité d'envoyer des bateaux dans la région, donc d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire. On est différent de l'Allemagne, on est différent de l'Italie, on est même un peu différent de l'Angleterre. L'Angleterre a la capacité d'envoyer des bateaux, mais probablement moins forte que la France. De temps en temps, on fait des choses ensemble, mais de ce point de vue-là, on est différent. On est aussi très différent vis-à-vis des risques que nous avons vis-à-vis de cette région. Pour les Allemands,
puisqu'on parle de la relation de l'Europe avec cette région, l'Asie, c'est avant tout une région où on gagne de l'argent. Parce que les exportations allemandes vers cette région sont extrêmement importantes. L'Allemagne, c'est une machine à exporter. Elle n'est pas forcément excédentaire dans son commerce extérieur systématiquement, mais elle a besoin de ces marchés. Et donc, quand vous avez des clients, vous êtes un peu dépendant de vos clients. La France aussi a des clients en Asie, mais elle a un énorme déficit commercial en général, et elle a aussi un déficit important avec l'Asie, en particulier la Chine. La Chine représente la moitié du déficit commercial de la France. Ce qui veut dire que on a une parole, bien sûr, forte pour les raisons que j'ai expliquées, on a une parole cohérente de messages de bonnes relations diplomatiques avec la Chine, mais on a beaucoup moins à perdre si demain on est fâché avec la Chine que des Allemands qui ont énormément à perdre. Et donc pour se parler entre Européens sur une politique asiatique, c'est extrêmement difficile. Les Allemands vont dire « Oh là là, la Chine devient un pays très autoritaire, c'est pas conforme à nos valeurs, mais si on se fâche avec eux, notre commerce va souffrir, si notre commerce souffre, notre économie... » Alors il y a une colossale réflexion qui est menée actuellement en Allemagne. Vous savez que le gouvernement allemand a changé l'année dernière. On avait une Angela Merkel qui était 2 fois par an parfois en Chine, qui défendait très fortement les intérêts commerciaux de l'Allemagne en Chine. Et là, le gouvernement de coalition allemand se grade la tête, et en particulier la nouvelle ministre des Affaires étrangères, qui était issue du mouvement écologique des environnementalistes allemands, pour savoir si on regardait la même ligne. Ils sont beaucoup plus agressifs vis-à-vis de la Chine, mais ils ne sont pas encore passés à un mode, je dirais, de type américain et à un mode assertif, pour utiliser un mot qui est assez à la mode. Donc, pour résumer, quand on est français, quand on est européen, et quand on est en face de ce mot Indo-Pacifique, ça ne veut pas du tout dire la même chose que lorsqu'on le prononce aux États-Unis. Quand on prononce le mot Indo-Pacifique aux États-Unis, en fait, ce qu'on dit, c'est nous nous intéressons à cette région du monde parce qu'elle est très importante, mais surtout, on veut mettre la main pour cacher quelque chose sur cette carte. Ce qu'on veut cacher, c'est Chine. Quand on dit Indo-Pacifique, c'est pour faire comme s'il n'y avait pas la Chine dans la région asiatique, c'est pour encercler d'une certaine façon la Chine. Les Chinois, en tout cas, le ressentent comme ça. Et vous comprenez pourquoi Indo-Pacifique, quand c'est prononcé par des Français ou par des Européens, ça ne veut pas dire la même chose. Parce qu'on a des enjeux qui sont forcément très différents. Et on ne peut pas complètement faire l'économie de ça. Alors, pour les Français, la politique Indo-Pacifique, en fait, c'est les territoires français du Pacifique Sud, c'est extrêmement important, bien sûr, et c'est toutes ces questions qui sont liées au refus d'une mainmise chinoise trop forte sur les passages stratégiques. C'est pour ça qu'on défend la liberté de navigation en particulier. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle cette complémentarité entre la vision européenne et la vision américaine. Mais parfois, cette complémentarité ou cette différence, elle peut être aussi comprise comme quelque chose qui peut nous opposer, à cause de ce que j'ai expliqué de l'histoire française qui nous démarque à la fois de notre passé et de notre allié américain, et puis des contradictions qu'on a en Europe. Alors, tout est en train de changer, en Europe en tout cas, à un rythme un peu différent de ce qui a changé en Amérique. Ça fait un petit moment que des gens, je dirais, comme les équipes avec lesquelles je travaille, réfléchissent sur les différents scénarios de relations qu'on peut avoir avec la Chine et avec l'Asie en général. Mais ce que j'appelle de la théorie à la pratique, c'est le temps qui se passe entre le moment où vous écrivez des papiers et le moment où des politiques se mettent en place. On a commencé de notre côté à écrire des papiers sur les risques que pouvait présenter cette région, la dépendance que pouvaient créer les liens trop forts ou tout simplement l'absence de remise en question de la continuité, tout ce que ça pouvait représenter comme risque. Donc ça fait 15 ans qu'on évalue
dans un certain nombre de papiers académiques, de réflexion, les risques que ça peut présenter. C'est juste maintenant que ça commence à filtrer dans les réflexions politiques. C'est juste maintenant que, en particulier en France, mais aussi en Europe, avec un moment clé que je vais vous citer, en Europe, on se pose la question de sortir d'un monde totalement harmonieux, où tout le monde s'entend bien, où tout le monde travaille au bien commun, qui était un peu le monde des années 2000, des années 2010, qui est le monde dans lequel tout le monde rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et où on se dit, bon, il faut peut-être se poser des questions, parce que ça marche peut-être pas aussi bien que ce qu'on pensait. Il y a un moment clé, qui est 2016 pour l'Europe, où il y a une déclaration de la Commission européenne qui définit la relation de l'Europe avec la Chine. Et qui définit la relation, ça c'est un mot extrêmement important, c'est un moment important. La Commission européenne dit, la Chine c'est quoi? C'est un partenaire, c'est un concurrent, et c'est un rival systémique. Un partenaire, on ne peut pas faire sans la Chine. Un concurrent parce que ils sont maintenant aussi bons que nous sur un certain nombre de marchés. Et un rival systémique parce que leur système politique, il est complètement opposé au nôtre. Après, quand on a dit ça, donc ça c'est le résultat vraiment de 15 ans de réflexion d'un certain nombre de think tanks, de centres de recherche, qui finissent par alimenter la pensée politique, qui arrivent à cette phrase qui est toujours prévalente en ce moment. Quand on demande à des politiciens européens c'est quoi la Chine, c'est un partenaire, un concurrent et un rival systémique. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que on est obligé de jouer sur plusieurs tableaux, mais on ne sait pas exactement de quels outils on dispose. Et le grand problème des Européens, ça va être de dire, est-ce qu'on met en place nos outils à nous? Mais pour avoir nos outils à nous, il faut qu'on soit moins dépendant de ce marché asiatique, qu'on soit capable de trouver de la prospérité en dehors du marché asiatique, et puis il faut qu'on soit moins dépendant de la protection que les Américains peuvent nous donner. Donc on s'est longtemps posé la question, et puis le grand événement qui a changé beaucoup de choses, naturellement, c'est la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre en Ukraine arrive, eh bien, l'Europe est de plus en plus attirée dans l'environnement américain. Vous vous souvenez peut-être que le président Macron avait déclaré il y a 4 ans que l'OTAN, donc l'Organisation de l'Atlantique Nord, qui était ce système d'alliance, était en état de mort cérébrale. Donc c'est comme si la France n'était plus partenaire des États-Unis. Et puis, l'OTAN a repris de la vigueur, il a même intégré des nouveaux partenaires, et donc la France est un joueur très très important dans l'OTAN. Donc on s'est rapproché des États-Unis. Une fois qu'on s'est rapproché des États-Unis, on n'a pas pour autant arrêté cette dépendance vis-à-vis d'un pays comme la Chine, qui n'a pas choisi son camp, ou en tout cas qui est beaucoup plus clairement du côté de la Russie dans le conflit ukrainien que de notre côté à nous. Et donc c'est là qu'on a effectivement un grand problème. Donc la question principale que se posent les Européens aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va abaisser nos risques vis-à-vis de cette région, vis-à-vis de la Chine, et comment est-ce qu'on va aller jusqu'au découplage. Découplage, ça veut dire on fait comme s'il n'y avait plus cette région. Mais cette région, bien sûr, elle nous fournit beaucoup de biens de consommation bon marché, et puis elle aide aussi notre technologie à progresser, parce qu'il y a beaucoup de composants qu'on fabrique dans cette région. Et si on arrête cette dépendance avec cette région, eh bien, on va être dépendant beaucoup plus des États-Unis. Alors, si vous mettez ça en perspective avec ce qu'on disait au début, ça met l'Europe en grande contradiction par rapport à cette volonté d'autonomie stratégique. Le mot-clé aujourd'hui de l'Europe, c'est l'autonomie stratégique. Comment construire cette autonomie stratégique? Et ça, c'est effectivement extrêmement difficile. L'Europe est très vulnérable au risque que peut représenter la Chine dans son durcissement politique, dans son système politique qui est très différent du nôtre, mais elle est aussi extrêmement vulnérable aux sanctions que pourraient prendre les États-Unis vis-à-vis de la Chine, puisque de la même façon que pour l'embargo dont je vous ai parlé en 1989, si les États-Unis prennent des sanctions vis-à-vis de la Chine, l'Europe serait obligée
de prendre des sanctions vis-à-vis de la Chine, puisque nous sommes de plus en plus des alliés. Donc c'est quoi l'Europe dans ce questionnement? Ben, c'est à la fois une entité qui parle aux deux entités à la fois, à l'Asie, à la Chine et aux États-Unis, sur un terrain à peu près égal, avec un centre de gravité qui, bien sûr, de nos jours, se rapproche de plus en plus des États-Unis, mais avec une question, c'est comment est-ce qu'on peut construire notre autonomie stratégique. Et donc aujourd'hui, l'énorme effort que fait l'Europe, ben, c'est celui que font les États-Unis avec le rapatriement d'un certain nombre de technologies sur le territoire américain. C'est quelque chose qui est en route aussi en Europe, qui est pris en charge. Et puis, c'est bien sûr investir énormément dans les nouvelles technologies. Alors, en Europe, il y a énormément de capacités technologiques, probablement des moyens à investir qui sont pas tous là. Et c'est en fait le grand défi ces jours-ci de la position européenne vis-à-vis des États-Unis qui ont beaucoup plus de moyens pour investir dans ce découplage et dans ce dérisquage. Donc ça, c'est la grande question qu'on se pose actuellement. Vous dire que on a la réponse, c'est très certainement prématuré. Vous dire quelle peut être la vision que moi je verrai pour les 5 ou 10 années qui viennent, c'est probablement un rapprochement encore plus fort avec les États-Unis, mais ça voudrait dire aussi, et ça, je dirais que la réponse elle est en partie ici, ça veut dire que du point de vue de la politique américaine, on n'a pas une politique américaine hyper protectionniste, ni vis-à-vis de l'Europe, ni vis-à-vis de la Chine, et qu'un certain nombre de dialogues qui ont été arrêtés dans les années Trump, naturellement, continuent, reprennent. Il est question ces temps-ci d'une rencontre entre le président américain et le président chinois, c'est en préparation. Ça pourrait être aussi une façon pour les Européens de faire passer des messages disant tant qu'un certain nombre de lignes rouges ne sont pas traversées par la Chine, tant qu'il n'y a pas de pillage systématique de nos technologies, tant qu'il n'y a pas de confrontation stratégique et pas de conflit, eh bien il faut continuer à avoir une ligne de dialogue avec la Chine. C'était un peu le message que le président Macron a essayé de rapporter quand il est revenu de Chine. Ce message a été plus ou moins bien relayé. En tout cas, c'est ça le message européen, c'est de dire il faut impérativement qu'on garde une ligne de dialogue avec la Chine, et il faut espérer effectivement que ce protectionnisme américain ne prévale pas, parce que dans ce cas-là, effectivement, l'Europe aura beaucoup de problèmes. Voilà un petit peu les différents tenants et aboutissants du sujet que je voulais vous apporter, puis naturellement, je suis ouvert à vos questions à partir de maintenant. Très bien, on a un bon moment pour discuter, donc questions en français ou en anglais si vous voulez aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions sur le Zoom? Pas pour le moment. Pas pour le moment, d'accord. J'ai été un peu rapide, donc je pense qu'il y a matière aussi pour vous à demander quelques éclaircissements sur des allusions que j'ai faites très rapidement. Il y a un certain nombre de termes qui sont des termes avec lesquels nous on joue quotidiennement, comme le terme d'Indo-Pacifique, que vous connaissez certainement parce qu'il est très utilisé aux États-Unis, mais qui recouvre des réalités différentes. Je vous ai parlé de ce fameux dialogue Shangri-La, peut-être que c'est des choses que vous ne connaissez pas du tout et donc sur lesquelles on peut revenir, mais qui est un des éléments importants pour définir un peu nos différents tournants politiques, et puis aussi des dates qui sont pour nous, Européens, importantes, mais qui ne sont pas forcément présentes dans vos esprits. Oui. Mon français, c'est pas parfait. En français ou en anglais? Est-ce que tu peux donner une like a summary, une courte description de la relation entre la France et la Chine maintenant, juste courte pour... Oui, alors, plusieurs aspects. C'est clairement pas un partenaire comme un autre. Pourquoi c'est pas un partenaire comme un autre? Parce que déjà, on a ce problème, on a l'embargo sur les armes. Il y a très peu de pays
qu'on a puni comme ça. Donc souvent on l'oublie, hein, mais c'est un pays avec lequel on n'a pas des relations normales, puisque même si vendre des armes, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais c'est très significatif dans la relation qu'on a avec un pays. C'est un pays qui est puni, première chose. Deuxième chose, c'est un pays avec qui on a forcément une énorme relation commerciale. C'est le plus gros déficit commercial de la France. 40 milliards de dollars, c'est la moitié du déficit commercial de la France. Donc on peut dire que, d'un certain point de vue, la Chine, c'est un problème pour nous. Mais d'un autre côté, la Chine, c'est un endroit où les sociétés françaises ont énormément investi. Alors, c'est une petite fraction des investissements français à l'étranger, mais c'est quand même assez important. On a une cinquantaine de milliards d'euros investis en Chine à travers des sociétés qui fabriquent en Chine pour le marché chinois. C'est-à-dire que si demain ces sociétés ne sont plus là, eh bien, il y a un certain nombre de bénéfices qui sont plus forts. Par ailleurs, l'un des sujets extrêmement importants pour la France, c'est que la France est un membre permanent du Conseil de sécurité, comme la Chine. Donc, pour la diplomatie française, il y a en fait 4 pays qui sont au même rang que la Chine dans nos interlocuteurs. Donc, on est obligé, et c'est pour ça qu'on a aussi cette relation particulière. À aucun moment, on ne peut mettre de côté le fait que quand on parle à un dirigeant chinois, on parle à quelqu'un qui est comme nous, qui siège au Conseil de sécurité permanent, qui se tient, comme vous savez, l'Assemblée générale de l'ONU, c'est cette semaine. Donc quand on voit des Chinois à l'ONU, on sait qu'on a des interlocuteurs qui sont extrêmement importants, puisqu'on a un siège permanent. Donc c'est des gens qui ont un poids colossal dans la gouvernance mondiale. Donc on a tout le temps des choses à leur dire. Maintenant, dans le détail, et pour répondre plus concrètement à votre question, moi je suis allé en Chine en 79, donc vos parents étaient à peine nés. Et donc c'est le moment où en France on s'est dit, c'est le Far West, c'est le nouvel horizon. Le monde va se développer là-bas. Je suis allé là-bas dans cet état d'esprit. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui on est en train de changer complètement de vision. On se dit c'est pas une opportunité, c'est un risque. Vous avez vu combien de fois j'ai utilisé le mot risque. Et donc ça, c'est ça la relation extrêmement compliquée. Et sous votre question, je pense qu'il y a aussi une question, c'est qu'est-ce que les Français pensent de la Chine? Pas beaucoup de bien. Je dirais, c'est pas un sondage qui vous dit ça, c'est pas une position explicite. Moi, je le constate à travers mes étudiants en particulier. Je n'ai pas que des étudiants français, mais j'ai beaucoup d'étudiants français. Et il y a 10 ans, la Chine était une destination obligatoire. Si on voulait avoir un accélérateur de carrière, on allait faire un stage en Chine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réticences. Le régime politique, les difficultés qu'on peut avoir, et puis l'avenir aussi économique de la Chine. Donc, le sentiment de la population française a beaucoup changé. On peut parler aussi de l'influence des médias, on peut aussi parler peut-être de l'influence des chercheurs. Vous voyez que moi j'essaie d'avoir un propos nuancé, mais que ce propos nuancé, il est peut-être moins nuancé qu'il aurait été il y a 3 ou 4 ans. On est tous influencés par ce qui se passe. Ce qui se passe, quand on est occidental, ne va pas forcément dans le sens positif. Et puis, la grande question, c'est est-ce que, comme j'ai essayé de le dire, on peut vraiment établir un dialogue réaliste, non pas idéaliste en disant on va être des amis pour toujours avec la Chine. Vous avez vu ces aléas, ces hauts et ces bas dans la relation, mais en tout cas, on peut avoir une relation mûre, une relation réfléchie.
C'est ça en fait la question qui se pose. On a très longtemps pensé que la réponse était oui, on a bien compris comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de questions qui se posent que de réponses qui sont apportées. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, et ce n'est pas une réponse unique, c'est une réponse complexe. Il y a beaucoup d'éclairage à apporter à la question que vous posez, mais il est évident que c'est plus un problème qu'une solution. Merci. Oui. Vous parlez de les actions d'Emmanuel Macron, mais est-ce que vous pensez que la prochaine présidente française va changer la relation entre la France et la Chine, et comment? Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce que ça nous renvoie aussi, si vous vous intéressez à la France, à quelque chose qui est un gros marqueur, un signe très très fort d'identité de la France. C'est la continuité de la politique internationale. C'est-à-dire que, en tout cas vu de l'intérieur, peut-être que vu de l'extérieur, c'est pas si évident, mais la France, les Français, les gouvernements français disent très fort qu'on peut changer de majorité présidentielle, on peut changer de majorité législative, mais on a un certain nombre d'axes de notre politique étrangère, donc de notre politique vis-à-vis de la Chine, qui sont constants. Si vous regardez la politique du général de Gaulle, je l'ai cité, 1964, la politique de Giscard d'Estaing, la politique de Mitterrand, la politique de tous les présidents qui ont suivi, il y a des piliers. On n'a jamais remis en question, mais jamais remis en question notre appartenance à l'Alliance Atlantique. Le plus loin qu'on soit allé, c'est le président Macron qui dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, mais il ne veut pas dire qu'on va sortir de l'Alliance Atlantique, il dit juste faut se réveiller. On est en état de mort cérébrale, il faut se réveiller. Mais ça, c'est jamais remis en question. On fait partie du camp occidental, donc ça c'est très fort. Et donc, on a cette position. De notre côté, comme le général de Gaulle l'a établi, on a une certaine autonomie, puisque en 1964, il fait bien plus que ce que font les États-Unis vis-à-vis de la Chine, et donc il met en place ces relations diplomatiques qui n'existent pas entre les États-Unis et la Chine. Donc on a cette appartenance et aussi cette indépendance. Alors c'est ce qui explique que parfois, on donne des signes d'incohérence. Mais sur les grands sujets chinois, par exemple, une des questions qui serait une des questions clés, c'est est-ce qu'on va reconnaître Taïwan? Bon, ben non, la réponse aux grandes dames de Taïwan, même si on a des interlocuteurs très réalistes à Taïwan, on ne va pas reconnaître deux Chines, et on ne va pas arrêter de reconnaître une Chine pour reconnaître l'autre. Donc, si on change on va forcément changer de président en 2027, sauf si le président Macron fait un troisième mandat, normalement il n'a pas le droit, vous savez qu'on en a parlé. Il est très probable qu'on aura sur la Chine une politique continue. Maintenant, dans le détail, est-ce qu'on va avoir un mot qui va sortir un peu des rails? Est-ce qu'on va avoir un autre mot qui va indiquer une petite inflexion? Ça, c'est possible. Mais ça ne dépend pas que de nous aussi. Ça dépend aussi de ce qui va se passer dans le monde. Après, on n'ose même pas imaginer, même s'il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur le sujet, un conflit. Est-ce que dans les 10 années qui viennent, le monde va être confronté à une guerre, que ce soit une guerre localisée ou une guerre généralisée? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a une politique étrangère française qui serait obligée de faire des choix? Ces choix, tels qu'on peut les décrire aujourd'hui, ne peuvent pas être différents. Les Chinois aimeraient bien qu'on sorte de l'Alliance Atlantique. Vous n'imaginez pas le nombre d'interlocuteurs chinois que j'ai rencontrés qui m'ont dit, à la suite du mot de Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites
dans le camp des Américains. L'Europe doit être beaucoup plus indépendante. La Chine rêverait de constituer des pôles de rééquilibrage des relations internationales. La Chine rêverait, je n'ai pas du tout parlé des routes de la soie, c'est un sujet, la question aurait pu venir, je vais m'arrêter un petit moment sur ce sujet-là. Effectivement, il rêverait qu'on sorte de l'Alliance Atlantique et qu'on montre notre indépendance de façon beaucoup plus forte. On ne l'a pas fait. Donc, même si on a un président français qui change, qui va changer, je pense qu'il y aura une continuité. Regardez même, on va dire qu'on imagine ce que certaines personnes appellent le pire. Si vous regardez les élections françaises en ce moment, celles qu'on prévoit en 2027, il y a déjà des sondages qui sortent. Et dans ces sondages, ce que certaines personnes appellent le pire est envisagé. C'est-à-dire, au deuxième tour des élections françaises, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ça vous parle, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Extrême droite, extrême gauche. Plus de Macron, plus rien. Bon. Imaginons que ce soit un des deux qui sorte. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Regardez l'Italie. Extrême droite, toujours la même politique étrangère. Et même, je vais vous donner un détail, justement, je n'ai pas du tout parlé des routes de la soie. Les routes de la soie, vous savez, on appelle ça BRI, Belt and Road Initiative, c'est-à-dire l'idée de la Chine de faire un grand réseau de pays qui contribueraient, qui collaboreraient avec la Chine sur un certain nombre de sujets. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 140 pays qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués dans la route de la soie, qui ont signé des protocoles avec la Chine. L'Italie, alors le Portugal bien sûr, la Grèce bien sûr, la Hongrie sont des pays européens qui ont signé des protocoles avec la Chine sur les routes de la soie. L'Italie avait signé. La première chose que Madame Meloni, la première ministre italienne, fait, elle sort des routes de la soie. Et donc, elle renoue d'une certaine façon avec la tradition italienne. Et donc, on pourrait imaginer que, bien que Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon disent on va inventer une nouvelle politique internationale, ils se remettraient très très vite dans la tradition qui a existé auparavant. Donc, très peu de changements, a priori, à attendre. On passe sur le sujet que peut-être les Français sont conservateurs, mais d'une autre façon, les enjeux sont des constantes, n'ont pas beaucoup changé, et donc il y a peu de raisons que sur ce sujet-là on change, soit qu'on se jette dans les bras de la Chine, soit qu'au contraire on devienne des adversaires farouches. Donc effectivement on est dans le juste milieu, et quand on est dans le juste milieu, parfois c'est difficile d'être très clair dans les messages que l'on fait passer. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Peut-être j'ai mal entendu, mais je pensais que vous avez dit que la France faisait des échanges avec le Taïwan, avec les navires militaires, Oui. les avions. Oui. Est-ce que ça n'a jamais causé un problème avec la Chine? Oui, beaucoup, énorme. Oui, donc je rappelle l'histoire, hein, c'est et donc ça rejoint un peu votre question. En 89, on décide donc cet embargo pour punir la Chine. Bon, la France est un pays qui vend beaucoup d'armes. Alors, on a trouvé d'autres marchés maintenant. Nos bons clients, c'est les Indiens. Les Indiens achètent des Rafales, les Indiens vont peut-être acheter des sous-marins. Mais en 89, quand on arrête de vendre des armes à la Chine, en fait, ce qu'on vendait à la Chine, c'était des hélicoptères. Et on avait le projet de vendre des hélicoptères de plus en plus chers et de plus en plus sophistiqués. Bon, ça s'est arrêté. Et donc, les gens qui vendaient du matériel militaire, on va dire en général, hein, pas que des hélicoptères, parfois des missiles ou des choses comme ça, ils disent bon, on a perdu un marché. Donc ils font, vous connaissez ça aux États-Unis, hein, ils font un lobbying très fort. Et il se trouve que donc en 89 on arrête, qu'on a un gouvernement qui est assez sensible aux arguments des lobbyistes et qui dit bon bah puisqu'on ne vend pas d'armes à la Chine, puisqu'on a perdu un marché,
il n'y a pas des gens qui auraient envie peut-être d'acheter notre matériel. Et ils vont à Taïwan. Et donc à ce moment-là, Taïwan, qui est tout content effectivement de s'équiper en matériel militaire, déjà à cause du risque chinois, achète des avions, donc des Mirage, et des frégates. Et à ce moment-là, effectivement, les relations entre la Chine et la France sont devenues extrêmement tendues. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du communiqué de 1994. On a une période de très très grande tension dans les relations diplomatiques avec la Chine. Alors, dans ce cas-là, vous savez ce qui se passe. L'ambassadeur français est convoqué au ministère des Affaires étrangères chinois. Et puis alors tous les jours, on lui fait de la leçon en disant votre pays se comporte mal, il faut arrêter ça. Et l'ambassadeur, il n'est pas décideur dans cette relation, donc il écoute, bien sûr, prend des coups de bâton, mais il ne peut pas faire autrement. Et donc en janvier 1994, on a effectivement ce retour à la tradition, et c'est pas fortuit, parce que vous connaissez un peu l'histoire récente de la France. Entre 93 et 95, on a une période dans la vie politique française qui est très particulière, qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire que lorsqu'on vend des armes à Taïwan, on est dans un système où le président Mitterrand est président et son gouvernement est du même parti que lui, c'est-à-dire socialiste. Socialiste, ça veut dire pas trop gaulliste et pas trop dans la tradition gaulliste, malgré ce que j'ai dit sur la continuité de la politique étrangère française. Et puis en 1993, le parti gaulliste revient au pouvoir. Et on a cette période de cohabitation, on a un président socialiste, Mitterrand, et un premier ministre gaulliste qui est Édouard Balladur. Et c'est Édouard Balladur qui dit, oh là là, on a fait une rupture qui n'est pas normale dans la relation diplomatique de la France, il faut qu'on se réconcilie avec la Chine, et c'est là qu'on fait passer effectivement ce fameux communiqué de janvier 1994. Une question en ligne de Yiming qui nous dit, c'est une petite question d'ouverture peut-être, avez-vous des conseils pour les jeunes comme nous qui vivent dans un monde de grande incertitude? Bah, c'est une vaste question, et si vous croyez que les vieux n'ont pas d'incertitude, c'est un nom chinois, n'est-ce pas? Oui, c'est un ancien résident de la Maison française. C'est un ancien résident et je sais, j'ai rencontré des étudiants d'origine chinoise ce matin. Il y a différentes sortes de conseils. Le premier conseil, je dirais, puisque c'est un étudiant chinois qui, d'une certaine façon, a la chance d'ouvrir les yeux et de voir un système différent, ben, c'est d'identifier tous les leviers possibles par lesquels il pourrait changer ce qui se passe dans son pays. C'est très ambitieux, mais je parlais tout à l'heure à d'autres étudiants de cette période extraordinaire en Chine qui a duré grosso modo de 1920 à 1935. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps, hein, ça fait 100 ans. Il y avait beaucoup d'étudiants qui revenaient en Chine parce qu'ils voyaient l'état dans lequel leur pays se trouvait, qui était un très mauvais état, et qui avaient vu ce qui se passait dans des pays comme les États-Unis, en France, et tous ces gens ont fait changer leur pays. Alors ça peut être des gens comme tous ceux qui ont été les dirigeants communistes, hein. Deng Xiaoping est venu étudier en France, Zhou Enlai est venu étudier en France, d'autres sont venus étudier aux États-Unis, mais c'est aussi des intellectuels qui étaient allés au Japon et qui ont beaucoup réfléchi à l'évolution du système politique chinois. Et je dirais que c'est très ambitieux comme conseil, mais puisqu'il parle d'incertitude, cet étudiant ou cette étudiante, même si nous-mêmes en Occident on a beaucoup d'incertitudes, il y a aussi des convictions qu'on peut acquérir. Il faut faire des comparaisons. Tous les systèmes ne se valent pas forcément. Il y a des choses qu'on peut apprendre en Occident, et peut-être que les bonnes choses qu'on peut apprendre en Occident, on peut les exporter. Il y a certainement des bonnes choses qu'on peut exporter depuis la Chine pour l'apporter en Occident, mais le premier conseil, ce serait ça, profiter de l'expérience occidentale et si possible en rapporter les enseignements dans son pays. C'est ça, profiter de l'expérience. Après, concrètement,
Je pense que quand on est d'origine chinoise et qu'on est dans un pays occidental, le vrai problème qu'on se pose, c'est où est-ce que je vais faire ma vie? Est-ce que je vais le faire dans un pays occidental ou est-ce que je vais le faire à la maison chez moi? Et ça, c'est un choix extrêmement difficile, c'est ce qu'on appelle du discernement. Et franchement, là, je ne peux pas dire, parce que pour un étudiant chinois, je sais que rester aux États-Unis dans les années qui viennent, sauf miracle, sauf grand changement, ça va être très difficile, parce qu'il va y avoir une plus grande fermeture des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Et quand on voit le taux de chômage en Chine, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle, mais le taux de chômage des jeunes en Chine est très élevé. Donc, effectivement, c'est très difficile de donner un conseil. Je pense qu'il va y avoir une autre question. Oui. Ouais, vous avez parlé des accros dans la continuité ou dans l'absence de continuité diplomatique entre la France et la Chine. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des relations entre la France et la Chine au sujet du Tibet? Mais malheureusement, est-ce que ça apporte plus d'accros? malheureusement, et ça c'est un point de vue très personnel, hein, malheureusement, du point de vue français officiel, la France s'assoit complètement sur la question tibétaine. Le seul moment où la question tibétaine est sortie dans la relation franco-chinoise, rappelez-vous, si ça vous rappelle quelque chose, c'est au moment des Jeux Olympiques de Pékin, 2008. Trois choses se passent en 2008. La flamme olympique passe à Paris et il y a des militants pro-Tibet qui sont au Trocadéro et dont on dit qu'ils malmènent la représentante chinoise qui porte la flamme. Et donc, à ce titre-là, la France passe pour un mauvais élève dans la relation avec la Chine. Et dans la foulée, Carla Bruni, donc l'épouse du président, rencontre le Dalai Lama et se fait mettre une écharpe blanche autour du cou. C'est la seule fois où le sujet tibétain est sorti. Résultat de ça, le dialogue annuel entre l'Europe et la Chine, qui devait avoir lieu cette année-là en France, à Lyon, est annulé. La Chine dit, puisque vous êtes méchants, puisque vous trouvez que le Tibet c'est un sujet douloureux pour vous, on va vous faire de la peine aussi, on ne fait pas le dialogue Chine-Europe chez vous. Et il n'a pas eu lieu en 2008. Il a eu lieu en 2009, si j'ai bonne mémoire, en Hongrie. Mais bon, c'était comme ça, c'était le lieu suivant. C'est le seul moment. Et ce que dit le discours officiel français, par opposition au discours officiel allemand, en tout cas du temps de Madame Merkel, c'est que Madame Merkel exprimait explicitement des critiques, des remontrances sur certains sujets dans la relation avec la Chine. Nous n'aimons pas ce que vous faites au Tibet, nous n'aimons pas ce que vous faites à vos dissidents, que ce soit sur les sujets tibétains ou que ce soit sur les sujets de liberté publique. Ça n'a jamais empêché l'Allemagne de commercer avec la Chine. On n'a pas non plus d'évidence du niveau de ton que Mme Merkel a utilisé. La position allemande, c'est de dire on parle de tout de façon ouverte. Parce que l'Allemagne, d'une certaine façon, jusqu'à une période récente, était en position de force dans sa relation commerciale avec la Chine. La position française est complètement différente. Au titre des très bonnes relations et au titre peut-être de l'historique tibétain que j'ai mentionné, en public, nous ne parlons pas des sujets, mais nous vous garantissons que dans les conversations privées qui ne sont pas rapportées, le président de la République évoque toujours le Xinjiang et le Tibet. Et vous pouvez aller sur le site de l'Élysée, il y a une conférence de presse du conseiller diplomatique pour l'Asie qui est régulièrement faite, lorsqu'il y a des voyages officiels. Donc à l'époque, c'est M. Walid Fouk. Et la conférence de presse de Walid Fouk dit très clairement le président parlera en privé de ces sujets. Vous n'êtes pas là pour le savoir, je ne suis pas là pour le confirmer, nous devons nous en tenir à la parole officielle. Donc sur le sujet tibétain, la position de la France, c'est ça. On n'aime pas ce qui se passe, on le dit en privé,
Si vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Merci. Oui, allez-y. J'ai une question dans le domaine technologie. On connaît que les États-Unis ont fait beaucoup d'embargo, export control, Oui. pour des raisons de sécurité nationale. Et en général, l'Europe doit respecter ça. Et l'Europe a beaucoup de compétences en termes de semi-conducteurs. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'Europe dans cette guerre technologique entre la Chine et les États-Unis? Je vais vous faire une réponse très courte. Oui. Après, on peut discuter. En fait, vous n'êtes pas rendu compte de ça, mais j'ai parlé que de ça pendant 3/4 d'heure. En fait, notre grand enjeu en ce moment, c'est la technologie, c'est l'intelligence artificielle, et c'est tous les outils qui vont permettre d'acquérir cette technologie. Et quand je dis je n'ai parlé que de ça, ce que j'ai essayé de dire, c'est que, en théorie, l'Europe a tous les moyens pour être autonome et pour choisir sa voie, mettre en place des sanctions, développer ses propres technologies, mais c'est de la théorie, et que pour atteindre cette autonomie, pour être capable de prendre ces décisions, il lui faut soit du temps, soit beaucoup plus d'argent pour mettre en œuvre tout son potentiel. En d'autres termes, l'Europe a le potentiel, mais elle n'a pas la capacité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que d'être dans le camp américain. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un grand sujet, parce que c'est lié aussi à la question de l'Ukraine, d'une certaine façon. Le fait qu'aujourd'hui, on soit dépendant des États-Unis, et qu'on ne peut pas faire autrement que respecter les sanctions que les Américains nous demandent d'appliquer, ça veut dire que, comme pour le sujet ukrainien, la dynamique rapproche l'Europe de plus en plus des États-Unis, et que, effectivement, tout ce potentiel d'autonomie stratégique va avoir beaucoup plus de mal à se développer, ou d'une autre façon, on pourrait dire, le ticket à payer pour acquérir cette autonomie stratégique va être de plus en plus cher. Donc il va falloir... Le potentiel est là. On a des ingénieurs qui savent faire, on a des endroits où c'est possible, et on a deux exemples très très parlants, même si ça n'est pas les semi-conducteurs, mais c'est très proche. C'est tout ce qui tourne autour des batteries des voitures électriques. La Chine est très très en avance sur les sujets de voitures électriques et de batteries. L'Europe est très menacée, et en particulier l'Allemagne, dans son marché automobile, parce que si toutes les voitures deviennent des voitures chinoises, l'Allemagne n'existe plus, et donc la France a choisi de développer sa propre technologie pour les batteries de voitures électriques. Et donc on a fait un gros investissement. Et donc c'est la semaine dernière, il y a eu une levée de fonds colossale, une des plus grosses levées de fonds sur le marché des capitaux en France, pour une usine française de batteries. Et il y a eu une autre usine qui s'est montée avec des capitaux taïwanais en France, à Dunkerque. Donc c'est un exemple qui montre que si on met beaucoup d'argent, encore faut-il le trouver, on peut créer cette autonomie stratégique. Donc effectivement, il y a un sujet financier qui est lié au sujet diplomatique. Mais la réponse courte à votre question, c'est aujourd'hui, le balancier, le centre de gravité nous pousse de plus en plus vers la dépendance vis-à-vis des États-Unis, parce que, effectivement, du point de vue des technologies de l'avenir, on ne peut pas faire sans être très proche des États-Unis. Ça répond à votre question? Oui, je pense que l'Europe sont beaucoup. Je pense que c'est un peu critiqué pour le développement de la technologie
par exemple GDPR, certaines. Le PR, le problème nucléaire, c'est ça, des centrales nucléaires, c'est ça? Oh, Le PR, non? l'Europe sont critiquées pour le développement de technologies. Par exemple, ils ont exécuté le GDPR. Ah oui, 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 bien sûr. Et la protection, ça peut être un fort freiner son développement. Ah, vous voulez dire que l'Europe est trop restrictive, Oui, trop restrictive du point de vue de l'utilisation des Oui. données, c'est ça? Les lois européennes sont trop restrictives du Oui. point de vue du GDPR. Yeah, just saying Oui, like they're like more concerned about the potential danger of those technologies, so they kind of put in a restriction before Yes. like maybe in other places like US or China, they kind of do it first and then some regulations come after that. Oui, alors ça, c'est effectivement en lien avec la gouvernance européenne. Comme l'un des problèmes qu'on n'a pas évoqué, hein, c'est que nous, on est 27. Quand il faut décider quelque chose, on décide à 27. Aux États-Unis, il y a une seule décision et en Chine, il y a une seule décision. Oui. Donc, pour mettre en place des régulations communes, parfois, on est obligé de mettre quelque chose qui met d'accord tout le monde. Et c'est vrai que sur la protection des données, la loi européenne a été très, très restrictive, effectivement, et empêche certains développements. Vous avez raison, c'est très compliqué. La loi européenne sur la protection des données est très compliquée et peut être un frein. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'Europe se prive de moyens, c'est tout à fait exact. Merci. Il y a encore une dernière question, oui. peut-être? Oui. Une dernière question. Oui. Il y a une question un peu proche de demander. Alors, aux États-Unis, il y a de plus en plus l'idée que la concurrence avec la Chine peut nous emmener à faire des investissements dans les technologies vertes ou d'autres choses qui sont vraiment. On en a besoin pour répondre aux enjeux climatiques. Est-ce qu'il y a la même dynamique en France où les gens utilisent un peu l'excuse de la concurrence pour investir dans les choses où peut-être sans la Chine, on n'aura pas la... Oui. De ce point de vue-là, c'est aussi ce que j'ai essayé de dire. Toutes ces questions permettent de clarifier. Effectivement, la prise de conscience en Europe arrive plus tard que la prise de conscience aux États-Unis. Donc, oui, il y a encore un certain nombre d'investissements dans ces technologies qui sont faits à partir de l'Europe. Mais l'état d'esprit est en train de changer. Et en fait, les moins restrictifs sont ceux qui sont le plus solides, le plus en avance, ceux qui ont une capacité à être justement en concurrence gagnante avec les autres partenaires, que ce soit la Chine ou les États-Unis. Ceux qui sont faibles, ils commencent à avoir peur, à être frileux et à faire beaucoup moins d'investissements. C'est une question de compétitivité, en fait. Moi, je dirais que l'Europe était plus en avant sur le changement climatique et les énergies vertes que les États-Unis, et ça a pris un peu De retard. l'idée de la Chine Oui. pour que nous, on investisse dans les technologies vertes. Oui. Et je ne sais pas si c'est possible d'extraire un peu les bienfaits de la concurrence sans que ça devienne un conflit. Parce qu'il y a des choses qui sont bonnes quand on est poussé à faire de la recherche pour les enjeux planétaires. C'est un grand débat actuellement, c'est un très très grand débat et c'est pas encore tranché. Merci beaucoup parce qu'il y a une petite réception là avec. Une dernière question. Donc, Oui. Non, c'est bon. On peut peut-être parler avec toi autour de. Bien sûr, voilà. absolument. Merci absolument. beaucoup, Jean. Excusez-moi, je n'ai pas toujours respecté la caméra. Je me suis approché de l'auditoire.
peut-être pas très bien pour les personnes